France Maghreb 2, France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 avec au programme de cette émission jusque 18h, Mam qui nous fera la conclusion de cette semaine et de cette émission. Tout à l'heure, en fin d'émission, Mam, la belle histoire, le quiz, à ne pas louper les coups de gueule et coups de cœur de nos débatteurs, ça va être rapide. Nous n'oublierons pas évidemment le Zap ou Mat, les infos seront données à nos débatteurs, ils choisiront de les commenter ou de les zapper. Nous allons parler évidemment de cette grève contre la réforme des retraites en discussion jusque ce soir minuit. Et on se demandera, est-ce que la France peut-elle réellement être bloquée à partir du 7 mars? Cette menace continue de planer et nous y reviendrons tout à l'heure en détail. On en débattra avec vous au 01 40 33 9000. On parlera évidemment de la guerre en Ukraine avec ses armes et munitions promises par les pays occidentaux. Sauf que oui, les paroles sont là, mais les actes un peu moins, et on vous donnera des chiffres très concrets aujourd'hui sur ce qui arrive concrètement et les besoins de l'armée ukrainienne pour faire face à la Russie. Et on est bien en deçà de ce que pourrait, de ce qu'attend évidemment l'Ukraine. On y reviendra bien entendu dans cette émission. C'est parti jusque 18h pour le Grand Forum comme chaque jour et pour cette dernière de la semaine. Bienvenue dans le Grand Forum, présenté par Christophe Fro. Le Grand Forum. Et en ce vendredi, nous sommes avec Jimmy Dalidou, notre auteur et syndicaliste. Salut mon Jimmy. Bonjour tout le monde, bonjour Christophe. Comment ça va mon Jimmy? Bah écoute, ça va, tranquillou ça. La semaine de travail, après une semaine d'exploitation de ma force de travail, je suis enfin au repos, c'est cool. Mam, la belle histoire est avec nous, comment ça va Mam? Bonjour à toutes et à tous, je vais bien, malgré une voix un petit peu enrouée, dont je vous prie de bien vouloir m'excuser. Salut Jimmy, salut Christophe. Salut Mam. Salut Mam, donc avec toi tout à l'heure la conclusion de l'émission, hein, comme d'habitude. À chaque Absolument. Fois La chronique est déjà toute choisie, en tout cas en termes de titre, puisque ça va s'appeler Droit dans nos bottes. Droit dans nos bottes, parfait. Restons à l'écoute évidemment tout à l'heure Mam qui va écouter, scruter. Bien entendu, pas de chronique des génériques aujourd'hui. Pas de chronique des génériques aujourd'hui. Et ben ça arrive, et évidemment. Et Tarek Mami qui nous rejoint, il est dans un taco et il arrive dans quelques minutes. Hein, voilà, c'est les embouteillages de Paris, hein, tu connais ça mon Jimmy. Grave. C'est parti pour les clins d'œil les amis. Les clins d'œil en rapport avec la date d'aujourd'hui, nous sommes messieurs dames le 17 février. Voilà. Avec mes petites questions, Jimmy, Mam, première question. Je cherche un patineur artistique né en 1972. Philippe Candeloro. Oui, il a été champion d'Europe en 1997 notamment. Philippe Candeloro est une bonne réponse collégiale. Deuxième question, et on est dans le monde du sport aujourd'hui. Je cherche un judoka français et homme politique né en 1969. David Douillet. Ouais, David Douillet. Qui va devancer. Ouais. Troisième question, je cherche un roi belge mort en 1934 au cours d'un accident d'escalade. Léopold de quelque chose? Non, ce n'est pas Léopold de quelque chose. Casimir. Non plus. Baudouin? Non, c'est pas Baudouin. Non. Alors. Un roi belge mort en 1934 au cours d'un accident d'escalade. Et ça, c'est pas une blague belge. Non, c'est pas une blague belge. J'avoue, là, je cale. Moi aussi. Albert Ier, messieurs. Ah oui. Eh oui. On est en 2007. Le président Jacques Chirac remet les insignes du chevalier de la Légion d'honneur à quel acteur américain? Je m'en souviens plus. 2007, Jacques Chirac remet les insignes de chevalier de la Légion d'honneur à quel acteur américain en 2007, avant son départ de l'Élysée? Martin Scorsese? Ce n'est pas Martin Scorsese. Pas acteur d'ailleurs. Sylvester Stallone? Ce n'est pas Adrien. Un indice? C'était pas. Non, Ouais, il fait des westerns surtout. Ah oui. Clint Eastwood. Clint Eastwood est une bonne réponse. Trop de mémoire, j'avais son nom sur la langue. Qu'est-ce qui a été, messieurs, créé
en 1863 par le Suisse Jean-Henri Dunant? La Croix-Rouge. La Croix-Rouge internationale. Bonne réponse. Et enfin, qu'est-ce qui a été créé et instauré en France en 1800? Le premier empire napoléonien. Non, ce n'est pas la bonne réponse. En tout Code cas, ce n'est civil. pas ce que je cherche. Non. Il y a plusieurs réponses, et notamment l'une d'entre elles, le corps préfectoral. Ah, Et déjà. qu'est-ce qui a été instauré en France en 1800? La commune Notamment 36 000 communes et comment dire, s'il y a la préfecture, les communes, je sais pas. 98 quoi? Département. 98 départements. Excellente réponse C'est de vrai. Mam. Voilà pour ce qui est des clins d'œil que l'on souhaitait faire évidemment aujourd'hui dans ce LGF. Voilà pour en tout cas cette belle chronique. Alors, vos appels messieurs dames, et je tenais à vous le dire, n'hésitez pas à nous appeler au 01 40 33 9000 pour débattre avec nous. On a envie, très envie de vous entendre, de vous écouter, de débattre avec vous sur les différents sujets qui nous concernent. Alors, un petit point rapide, mon Jimmy, même sur Pierre Palmade qui a vu sa garde à vue se terminer ce matin. Il a été transféré de l'hôpital de Melun au tribunal de Melun. Le procureur a demandé donc à ce qu'il soit en détention provisoire. Autre information dans cette affaire, c'est que le procureur a indiqué qu'il n'y avait pas, évidemment, il n'y avait pas d'éléments probants pour savoir si le bébé en question que la femme a perdu était né vivant ou pas. Donc, parce que ça pourrait aussi avoir des conséquences sur la suite de la juridique de cette affaire. Quoi qu'il en soit, Jimmy, Pierre Palmade doit être en prison ou pas? En détention ou pas? Quoi qu'il en soit, d'abord une pensée à la maman qui a perdu son enfant parce que dans Le gamin de 6 ans s'est réveillé hier du coma. Ouais, et heureusement, et ça c'est une très bonne nouvelle. Et Mais le conducteur surtout, reste toujours dans un état critique. Ouais, non, mais c'est la maman qui a perdu son enfant. C'est Ouais. voilà, c'est une petite pensée à elle parce que je sais pas si on peut véritablement se mettre à sa place. La souffrance que doit avoir cette femme, c'est voilà. Mais en tout cas, Pierre Palmade doit être puni comme toutes les personnes qui auraient provoqué cet incident. Mais vous savez, le problème dans cette histoire, il y a deux choses. La position des médias me gêne un peu. C'est-à-dire? Parce qu'en fait, on Tu constate... trouves qu'on lui a trouvé un peu d'excuses? Ouais, je pense qu'il y a un peu trop de... On le responsabilise pas assez, en tout cas. Parce que Ouais. moi, ce qui me gêne, c'est que deux choses. D'abord, bon, après, qu'il prenne de la cocaïne, que le mec, il s'en envoie plein dans les terrains, il fait ce qu'il veut de sa vie. Mais après, quelles que soient les causes, parce qu'en fait, en général, quand on est alcoolique et qu'on prend de la drogue, etc., c'est qu'on est malheureux dans sa vie, en général. Mais indépendamment de ces causes, il doit se faire soigner. Mais quand on boit, quand on prend de la cocaïne, quand on a des addictions, on prend pas la route. Parce que sa vie, il fait ses choix. Mais les personnes qui sont sur la route, elles n'ont pas forcément demandé, elles ont rien demandé. Et donc ça, c'est une première chose. Mais les médias présentent ça comme, vous savez, ils font l'apologie, ils font un débat concernant l'utilisation de la drogue, la cocaïne, etc., etc. Et pas une fois, quasiment pas, on a parlé de cette pauvre femme qui était enceinte, qui a perdu son enfant, et les personnes qui étaient dans la voiture. Et le débat est centré sur la cocaïne et ensuite ils sont partis dans une espèce de délire entre la cocaïne et le sexe, ce qu'ils appellent les chemsex. Et moi je trouve ça malsain en fait. Et on a occulté cette réalité. Dans la voiture, il y avait une femme enceinte qui malheureusement a perdu son bébé. Ouais. C'est un drame, c'est tragique. Ouais. Donc à un moment, bon là, il est sorti de sa garde à vue. Évidemment, il est comme un citoyen comme les autres, même s'il est. C'est trop noir pour lui, il se souvient de rien. Bah oui, il en avait plein dans le terrain, donc il se souvient plein de rien. Mais en tout cas, il faut qu'il prenne ses responsabilités. J'espère qu'il la suit. Si vous voulez, on peut pas dans ce pays dire bon tu portes un gilet jaune ou tu fais autre chose
chose où tu pètes un câble devant ton patron parce que la vie il est dure et on va te mettre 3 mois dans les dents. Et à un moment, vous avez un gars qui prend une voiture avec le nez plein de cocaïne et d'autres choses, et il va rien se passer. Ben non, j'espère que la justice fera son boulot et qu'il va, et qu'il sera soigné, parce qu'il doit être soigné, et qui sera puni. Mam, est-ce que tu trouves aussi que les médias sont un peu conciliants avec Pierre Palmade dans cette affaire, dans le traitement qui en est fait de cette affaire? Oui, en effet, c'est vrai que ça a été abordé de façon un petit peu hypocrite dans le sens où on sait que Pierre Palmade est assujetti à des problématiques d'utilisation, en tout cas de consommation de stupéfiants, depuis très longtemps, depuis près de 30 ans, depuis 95, puisque 95 est l'année où il a été condamné une première fois pour utilisation de produits stupéfiants. Donc c'est connu dans le milieu. Et le fait qu'un certain nombre de chaînes d'information, globalement les médias, dans la règle générale, ont eu à traiter de Pierre Palmade, parce qu'au début, c'est vrai, de façon légitime, on ne savait pas ce qui se passait. Pierre Palmade a eu un accident il y a une semaine, et du coup, comme il est connu, donc du coup, c'est vrai que ça a déclenché un émoi public. Mais à partir du moment où moi, j'ai eu le souvenir assez immédiat, parce que quand on a donné les circonstances de l'accident au cours de la soirée, j'ai compris tout de suite qu'il y avait un élément qui n'allait pas. Ouais. Et que Pierre Palmade, s'étant détourné de sa voie naturelle pour aller sur la voie d'en face, sur cette départementale, et pour frapper de plein fouet cette famille qui n'a rien demandé, j'ai compris tout de suite. Et j'ai fait le parallèle avec l'utilisation de produits stupéfiants et ses problématiques. Aujourd'hui, quand on voit la plupart des artistes et des amis de Pierre Palmade étant soit gênés, donc silence radio, on peut penser par exemple à Michel Larocque, ou les paroles Muriel maladroites. Robin aussi, hein. Ouais. Exactement. Qui s'est rendu d'ailleurs tout de suite à l'hôpital et qui a peut-être regretté par la suite son geste, parce que quand elle a appris les éléments de l'affaire... Non, mais bon, après, c'est normal aussi d'aller voir quelqu'un avec lequel on a été un ami pendant plusieurs années, simplement pour savoir comment il va. Ouais. Après, en tout cas, je suis assez d'accord avec vous. Moi, je trouve effectivement les médias assez conciliants. Mais vous savez, c'est pas la première fois. Je sais pas si vous vous souvenez, concernant l'histoire avec Emmanuel Pellerin, qui a été... un député qui avait été coincé parce qu'il s'envoyait aussi dans le terrain de la cocaïne. Oui. Bon, on rappellera aussi que ce me semble que Tarek qui vient d'arriver, je crois qu'il est dans la juridique, la cocaïne est illégale. Bonjour mon ami. Bonjour cher Christophe, bonjour à l'auditeur. Non, c'est Mam. Ah, c'est Mam, bonjour Mam. Oui. Et la cocaïne, c'est illégal. Oui. Vous n'avez pas le droit d'en prendre. Moi, je demande à ce que, par exemple, les députés qui prennent de la cocaïne soient démis de leur mandat immédiatement et qu'ils soient punis immédiatement, comme le serait tout citoyen. Point barre. Emmanuel Pellerin, qu'est-ce qu'il devient? Il est toujours député, ce me semble. Oui. Et pourtant, il s'est envoyé de la cocaïne dans le Tarif aussi. Oui. Bon les gars, ils font ce qu'ils veulent, ils ont des problèmes, ils ont des problèmes psychologiques dans la tête qui se fassent soigner. Mais à un moment, il faut qu'ils soient jugés comme tout citoyen. Est-ce que vous trouvez, Tarek, que les médias sont un peu conciliants avec Pierre Palmade? C'est le débat qu'on a agité là. Oui, bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'excuse pour les quelques minutes de retard puisque j'étais dans une voiture et l'embouteillage, et c'est ma faute parce que j'aurais dû partir dans mon dernier rendez-vous un peu plus tôt. Oui, parce que les vedettes en France, les artistes, les sportifs, sauf quand ils s'appellent Zidane ou Karim Benzema, sont plutôt protégés, entre guillemets, c'est-à-dire on va considérer ça comme une erreur et non pas comme une faute. Alors que pour quelqu'un d'autre, pour quelqu'un d'autre, ça va être considéré plutôt comme une faute impardonnable. Et donc, j'allais dire, en fait, nos auditeurs, nos concitoyens, se font à l'image de ce que les médias leur vend de la personne ou de l'événement. Vous avez parlé tout à l'heure dans l'introduction de la guerre d'Ukraine et tout ça. Les gens savent ce qu'on leur dit. Ils ne vont pas chercher ailleurs, ils ne vont pas lire, et ils ne vont pas avoir le réflexe de dire cocaïne. Je ne sais pas, apparemment il y a un bébé qui est mort ou qui est né mort, ou je ne sais pas quoi. Là, alors, le procureur a dit qu'il n'y avait pas d'éléments pour l'instant suffisants pour savoir s'il est effectivement né vivant ou pas. Voilà, en tout cas, il est né mort. En tout cas, il est mort. On en est où d'ailleurs? Donc le procureur requiert une détention prévisoire. Ouais. Qu'a décidé le juge? On ne sait pas encore. Je ne pense pas qu'il va être envoyé en prison.
connaissant la façon dont la machine fonctionne. Au pire, ils vont l'envoyer dans une espèce d'hôpital de préparation, de désintoxication, mais il ne sera pas dans une cellule, dans une prison parisienne. Et à mon sens. il peut être sous protection, il peut être, comment dirais-je, sortir libre, mais... Et il va être, par contre, s'il sort libre, il aura ce qu'on appelle une obligation thérapeutique, c'est-à-dire une obligation de soins. Jusqu'au procès. Jusqu'au procès, jusqu'à sévrement. Ouais. Et ça peut être long, ça peut être très long. Mais ce qui est problématique aussi dans cette histoire-là, c'est la corrélation, le lien qu'il y a entre les trafiquants de drogue et tout ce petit monde là, qui soit des artistes, qui soient des hommes politiques, qui soient des... Oui, parce qu'il faut le dire clairement, c'est non, mais à un moment, il faut qu'il qu'ils se fournissent, à un moment. Il y a un moment, il faut artistique, c'est très très courant. Donc on voit bien qu'il y a une corrélation entre le trafic de drogue et certaines personnalités, qu'elles soient politiques ou artistes. Et ça, c'est écœurant, c'est inadmissible. Parce qu'ensuite, ce sont ces personnes-là qui, je vous rappelle, viennent nous donner des leçons de jugement, de comportement. Alors, Mam, tu voulais dire un truc ? Oui, rappelez-vous de ce qui s'est passé, notamment il y a plusieurs années, concernant l'affaire Jean-Luc Delarue. Oui, absolument. C'est vrai. Voilà. Bon, bien sûr, c'est un drame personnel, mais c'est resté qu'un drame personnel. Là, l'accident de Pierre Palmade, je sais qu'il y a certaines personnes qui font le parallèle, mais ce parallèle n'est pas à faire. Autant, effectivement, Jean-Luc Delarue s'est lui-même embourbé dans ses problématiques tout seul. Autant Pierre Palmade aurait pu effectivement être dans la même voie, mais malheureusement, avec cet accident, tout a changé. On peut dire même clairement que sa carrière est réellement derrière lui. Ah oui, c'est fini. Devant lui, et que devant lui, il va traîner tout ce fardeau. Oui, ça risque de durer longtemps. Fardeau. Absolument. D'ailleurs, j'ai pas suivi toute l'actualité, mais je pense que les deux personnes se sont rendues. Absolument, ils sont rendus. Il y en a une d'entre elles qui a été arrêtée. Il y en a un qui a été interpellé, et l'autre, apparemment, son avocat. Dont un sans papier d'ailleurs. En plus. Ah oui. Oui, sans papier, voilà. En tout cas, quel que soit par un enfant, voilà, une petite pensée à la maman, parce que c'est vrai, ce qui est gênant aussi, c'est que... Il reste quand même un homme qui est toujours le dans les deux cas, la souffert. Ah oui, tout à fait. Absolument. Le conducteur est toujours dans un état grave. Ah bah c'est pas Pierre Palmade qui conduisait ? Si, non, mais la voiture qui l'a percuté. Ah là. À l'intérieur, il y avait une femme qui a perdu son enfant, un homme qui conduisait la voiture, donc qui est donc toujours dans un coma, et l'enfant de 6 ans qui s'est réveillé hier, mais qui a du mal à parler et s'alimenter. L'avocat donc de cette famille victime, c'est un avocat qui s'appelle Monsieur Maître Batir, qui est en train de devenir un des avocats à renom dans le barreau parisien. Bon, dans un instant, on file et pour parler de la guerre en Ukraine. Beaucoup de paroles par rapport à l'Ukraine de la part des pays occidentaux, mais où sont les actes ? Eh bien, on va faire le point avec chiffres à l'appui dans un instant, ne bougez pas. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Le LGF sur France Maghreb 2 avec aujourd'hui pour nous accompagner Tarek Mami, journaliste avec Jimmy Dalidou, auteur et syndicaliste. Et tu nous prépares un livre d'ailleurs, mon Jimmy. C'est un projet dans ma tête. Ouais. J'hésite entre deux sujets. Ah ouais. Alors, je voudrais faire soit un manuel pour le révolutionnaire, ou soit développé sur la Révolution française. J'avais dernièrement publié un texte sur le Grand Soir, pour ceux qui veulent, sur le Grand Soir Info. J'avais écrit un texte sur Robespierre et Danton, où je fais une petite synthèse de leur vie et ce qu'ils représentaient, ce qu'ils ont fait, etc. Tiers état, etc. Et c'est vrai que je me rends compte que alors c'est un sujet complexe, je me rends compte qu'en France, il n'y a pas vraiment, à part le dernier livre de Monsieur Chavanette, qui vaut vraiment le coup, sur l'histoire de la Révolution française et ces deux grands mastodontes. Mais voilà, c'est des projets. Très bien. Bon, on va suivre ça de près. Donc, Mam aussi, qui écoute... Alors, hier, j'ai eu la surprise de recevoir du frère de Gamal Abina. Ah oui, on va le recevoir d'ailleurs. Oui. Voilà, Abdelhak, qui vient de publier un livre de 500 pages qui s'appelle « Du sang mêlé sur un trottoir ». Et quand je reçois... Des fois, vous connaissez les gens, vous côtoyez les gens, vous échangez et tout ça, et il ne peut pas vous arriver à l'esprit de penser que. Et je suis toujours heureux, moi, et content quand je vois donc des gens qui ne sont pas écrivains professionnels publier un livre, et donc rien que le titre, ça donne envie de lire. Absolument, il est assez long d'ailleurs. Hein, donc 513 pages. On va le recevoir très prochainement. Alors, messieurs, pour parler du sujet de la guerre en Ukraine, j'ai une petite question à vous poser. Sur les 750 km de front, l'armée ukrainienne tire, selon vous, chaque jour, combien d'obus ?
entre 5 000 et 6 000 obus. Alors, vous êtes presque entre 6 000 et 7 000 obus. Bah, ça, c'est moi, selon les chiffres, moi, les chiffres c'est fournis 5 000 par et des 6 hauts 000. responsables. Hein. Bon, c'est entre 5 000 et 6 000, soit plus que la production quotidienne d'obus de tous les pays de l'OTAN réunis. Oui, alors justement, petit calcul, cela représente autour de 200 000 obus par mois. C'est énorme. Aucun conflit d'ailleurs n'a englouti de telles quantités de munitions. Face à cela, que représente aujourd'hui la production des pays occidentaux? Eh bien, si on prend le calibre standard de l'OTAN, le 150 mm qui alimente notamment le fameux canon César, bien les Américains en produisent environ 20 000 par mois. La France, via l'entreprise Nexter, produit environ 4 000 par mois. L'Allemagne, via l'entreprise Rheinmetall, en produit 5 à 6 000 par mois. Le calcul est donc vite fait. Si on ajoute tous ces pays, on plafonne à 30 000 par mois. Il faudrait effectivement multiplier cette production par 6 ou par 7 pour tenir donc le coût par rapport à la Russie et donc pour cette armée ukrainienne. Alors sur cette première info, et je veux dire chiffre à l'appui, aujourd'hui on voit que les pays occidentaux ont beaucoup de promesses, beaucoup de paroles, mais au niveau des actes, Tarek Mami, c'est assez peu. Alors, c'est deux choses. C'est pas qu'au niveau des actes, c'est peu. C'est qu'en fait, l'OTAN et l'Occident viennent de découvrir qu'il n'est pas si puissant que ça militairement. Parce que, alors j'ai lu un article il y a quelques jours sur un site, disons, comment le qualifier, qui est politiquement incorrect, et qui dit qu'en fait, les militaires, depuis le début de la guerre d'Irak, ou en tout cas depuis la présence américaine en Irak, les militaires de tous les pays occidentaux disent aux politiques qu'ils n'ont pas de munitions pour faire des guerres. Mais personne ne les écoute, il n'y avait pas de guerre, personne ne pensait qu'on allait avoir une guerre en Europe. Et aujourd'hui, donc, ce qui était un secret militaire est devenu un secret de polichinelle. Et aujourd'hui, ce n'est pas qu'ils ne donnent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas donner. Ouais. Ça, c'est le premier élément de la réponse. Il y a une raison, hein. Ouais, mais ils ne peuvent pas, il n'y a pas de stock. Non, mais il y a une raison surtout que les usines en question de fabrication de munitions fonctionnent au ralenti. C'est ce qui est d'ailleurs à pointer du doigt le journal Le Monde. C'est pas qu'elles fonctionnent. Elles ne sont pas construites, Christophe, pour une production supérieure à ces montants d'obus. Voilà. Elles ne sont pas au ralenti. Elles sont confectionnées, comme vous dites, pour 5 000 obus par mois pour avoir un stock. Mais, alors, et la deuxième différence, c'est que les sociétés en Occident qui produisent ces obus, et les munitions et les armes, sont des sociétés privées qui gagnent de l'argent sur cette production quand ils ont la commande. Alors que dans des pays comme la Chine, comme l'URSS et comme l'Iran, les sociétés qui produisent sont des sociétés d'État. Donc vous avez des fonctionnaires, des salariés d'État, et eux, on leur dit de tirer telle quantité, ils tirent, et ils s'en foutent, et on embauche. C'est ça la grande différence entre les deux. Juste revenir pour rebondir sur ce que disait Tarek, il y a deux points. Pour moi, il y a deux points. Il y a un point important qui est le terrain économique, et le deuxième point, le terrain moral. Le terrain économique, la Russie est en avance, pour plusieurs raisons. Indépendamment du fait que la Russie, elle n'est pas toute seule, isolée, contrairement à ce que nous disent tous les mass médias occidentaux qui baratinent à longueur journée, qui sont des rois de ce que j'appelle le sophisme, particulièrement sophistiqués, je les appelle les SS, parce que c'est un processus sophistiqué. Ce sont des professionnels du mensonge. Bref, c'est quoi la différence? C'est qu'en Russie, donc qui dit Russie dit la Chine, l'Iran et l'Organisation de la coopération de Shanghai, je ne reviendrai pas là-dessus, mais la Russie, c'est ce qu'on appelle un CME, un capitalisme monopoliste d'État. Oui. C'est-à-dire quoi? C'est quoi la différence pour que les auditeurs comprennent? C'est que la production russe, ce qui est produit, déjà ils ont une industrie, le tissu industriel est présent, et ce qu'ils produisent, c'est-à-dire que la somme totale de la valeur qui est produite en Russie reste en Russie. Oui. Et c'est quoi la différence par rapport à nous? C'est que nous, franchement, on est des commerçants. On est des idiots. Parce que nous, on a un pays dans lequel on pourrait produire, parce qu'on a des compétences et des connaissances. Et qu'est-ce qui se passe? On a des multinationales, des monopoles capitalistes qui produisent. Une fois qu'elles ont produit la valeur qui a été générée,
ben, ils se barrent dans les paradis fiscaux et vous savez quoi? On va même jusqu'à les admirer parce que sous prétexte que les dirigeants sont sortis des grandes écoles bourgeoises. C'est Ouais. la principale différence. Et Donc, Jimmy, il y a ces phrases aussi qui résonnent encore, et pas plus tard que cet après-midi, Emmanuel Macron dit que les discussions maintenant ne sont plus possibles et que la Russie ne doit ni ne peut gagner. C'est quand même extraordinaire. Non, quand non, même. attendez, il y a deux choses. Alors je finis juste sur le deuxième point parce que je suis pas revenu sur le deuxième point qui est le terrain moral. Alors ça paraît peut-être un petit peu bateau de dire ça, mais je vous rappellerai que ils n'ont pas arrêté de nous dire qu'ils n'avaient pas d'argent pour augmenter les salaires, le SMIC. Ils n'ont pas assez d'argent pour donner des primes aux infirmières, au personnel soignant pendant le Covid. Je vous rappellerai que beaucoup de personnel soignant l'attendent toujours la prime. Hein. Alors qu'ils ont beaucoup d'argent par pour, contre, pour les alors armes. ils n'ont pas assez d'argent pour tuer, pour sauver des vies, mais ils ont assez de thunes pour tuer des vies. Vous voyez? Donc à un moment, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Donc là, on est sur le terrain moral, et ça, on ne peut pas l'admettre. Donc ensuite, par rapport à ce que disait Macron, c'est du mensonge. Et pour le comprendre, il faut revenir sur une position historique, il faut revenir sur ce qu'a dit Vladimir Poutine lors de son discours le 10 février 2007. 10 février 2007, c'est passé à Munich concernant la sécurité internationale, et il a mis en avant, la Russie a mis en exergue par la bouche de Poutine que l'OTAN et l'Union européenne devaient accepter que le monde change, que le monde devienne multipolaire, qu'il y a deux blocs qui émergent et qui a notamment ce que j'appelle le bloc du Nouveau Monde à l'Est et qui n'est plus et qui ne sera plus subordonné à Washington et à l'impérialisme nord-américain. Il a dit aussi lors ce 10 février 2007 qu'il fallait une solidarité internationale. Il avait dit que l'OTAN s'étendait toujours plus vers l'Est et qu'il n'y avait aucune raison à ça. Il avait dit que depuis la fin du pacte de Varsovie, l'extension de l'OTAN n'était pas justifiée. Et quand les questions ont été posées à l'ONU, l'Union européenne n'a jamais répondu. Pourquoi ils se sont étendus jusqu'à l'Est? Alors, pour autant, on attend toujours la réponse. Pour autant, aujourd'hui, l'OTAN qui déclare que la guerre pourrait durer des années, selon l'OTAN, qui s'attend à une guerre très longue pour le coup. Tarek Mami, est-ce que l'OTAN a raison de s'inquiéter de la durée de cette guerre dont on arrive au premier anniversaire, le 24 février prochain? Deux éléments. Le premier, la une du journal L'Express, je crois, hier. Le titre, moi ça me fait rigoler, en même temps ça me fait froid dans le dos. L'Ukraine doit gagner. Est-ce que déjà dans un match de foot, quand on se chamaille les uns les autres, on dit doit gagner n'existe pas. Il faudrait qu'elle gagne. Donc elle ne peut pas gagner. La deuxième chose, la guerre peut s'arrêter demain à midi, comme effectivement elle peut durer pendant 2-3 mois. Pour ça, il faut revenir sur ce qu'on peut appeler les objectifs de la guerre, de part et d'autre. Commençons par les Américains. Les objectifs de la guerre côté américain, c'est de se battre contre la Russie par Ukraine interposée, pour épuiser dans sa tête l'économie et l'armement russe, mais aussi et surtout pour remettre sous tutelle l'Union européenne dans sa totalité, pour que cette Union européenne fasse sortir de sa tête la phrase de Macron « il faut une défense européenne ». Donc ça, c'est très important. Et donc, on peut dire que les États-Unis ont réussi en grande partie ce pari de remettre sous contrôle l'Union européenne. Par contre, tout le monde est en train de se rendre compte, et surtout les Américains, que l'économie russe qui devait être par terre au bout de 6 mois est devenue plus forte qu'avant, puisque nous sommes au 10e paquet de sanctions. C'est ça. Donc pourquoi on arrive à 10? Ça veut dire que le premier, le troisième, le 9e n'ont rien produit. Donc il faut en rajouter. Ils vont plus vite qu'à l'Assemblée nationale. Ben voilà. Et l'ultime chose, c'est qu'ils ont estimé, dans l'esprit du 19e siècle, que tous les pays du monde sont encore sous contrôle intellectuel et politique des États-Unis, de l'Angleterre, de la France et de l'Europe. Et ils viennent de constater qu'en fait, ne sont solidaires entre eux et ne sont contre la Russie que l'Union européenne, le Canada, les États-Unis et l'Australie. Je les nomme nommément pour qu'on les retienne. Et depuis l'arrivée de Netanyahou, Israël qui va changer de position, qui va devenir pro-ukrainienne beaucoup plus. Et donc, si vous voulez, quand vous regardez ce qu'on appelle les votes dans l'Assemblée générale des Nations Unies, vous avez la majorité des pays du monde qui ne votent pas
contre la Russie. Quelques-uns votent contre, mais surtout, ou ça s'abstient, ou ça sort de la salle, ou ça vote pas. Et donc, vous avez tous ces éléments qui font que la fin de la guerre ne dépend pas aujourd'hui de la Russie, elle dépend surtout des États-Unis. Dernier point. Il y a eu des échanges de prisonniers entre Moscou et Kiev. Parce que je voudrais revenir sur un autre point. Juste le dernier point. Aujourd'hui, quand on voit la carte de l'Ukraine, la Russie a conquis près de 30% du territoire. Et quand on n'a pas militaire, mais qu'on est analyste politique, on voit que la Russie veut conquérir la totalité de 2 régions, donc Luhansk et Donetsk, et veut monter le maximum pour arriver à une barrière géographique naturelle. C'est le fleuve Dniepr qui traverse donc l'Ukraine et qui la coupe en 2. Et donc si demain l'armée russe devait rester dans la guerre, elle s'arrêterait une fois qu'elle arrive au fleuve. Vous voyez la Seine en France, ou le Rhône à Lyon, ou d'autres. Quand vous êtes d'un côté du fleuve, c'est beaucoup plus facile à défendre le territoire que vous avez que quand vous voulez traverser le fleuve. Ouais, je reviendrai sur 2 points, parce que concernant ce que nous a dit plusieurs fois Emmanuel Macron, nous disant que de toute façon, il misait sur la défense européenne, d'une manière générale, militairement parlant, etc. Ça, c'est un leurre. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a une contradiction entre 2 aspects. Premier aspect, c'est justement le fait de dire que on pourrait se défendre au niveau européen. On sait pourquoi ? Parce qu'il y a une force militaire européenne qui se déclencherait. Seulement, en gros, il nous dit qu'il y aurait une solidarité au niveau de l'Union européenne. Eh bien, c'est faux. Pourquoi ? Parce que le deuxième aspect de la contradiction, c'est justement que le stade du capitalisme de monopole impose parfois ce qu'on appelle le processus de cartélisation. Cartélisation. Ça veut dire quoi, cartélisation ? Ça veut dire que les monopoles capitalistes, les multinationales qui, comme le disait Tarek, produisent des armes et vendent des armes et se fait un max de fric pendant qu'il y a des gens qui meurent, eh bien, à un moment, ils s'entendent. C'est-à-dire qu'il y a des accords et ils bossent entre eux. C'est-à-dire que les monopoles, les grosses multinationales se mettent ensemble, c'est-à-dire leurs capitaux deviennent amis. Alors, et ça, indépendamment des frontières. C'est ça qu'il faut comprendre. Jimmy, ils s'en foutent des frontières. On revient dans un instant. Le capital n'a pas permets, de frontières. Avec les conséquences justement de cette guerre, certains disent que le mois de mars risque d'être sanglant économiquement ici en France. Les retombées, l'inflation, le pouvoir d'achat risque d'en prendre un sacré coup. Là aussi, il faut dénoncer les spéculateurs de cette guerre et qui utilisent cette guerre pour augmenter les prix de manière considérable et que la plupart des produits sont négociés en ce moment. Donc ça veut dire LGF sur France Maghreb 2 ce vendredi 17 février. Merci d'être avec nous en direct avec Tarek Mami, avec Jimmy Dalidou. Pour nous accompagner, on a parlé évidemment de ces paroles, comme chantait Dalida à l'époque pour l'Ukraine, de ces pays occidentaux et visiblement, en ce qui concerne les munitions, on est très loin de ce que espère ou voudrait ou aurait besoin l'Ukraine pour faire face sur le terrain. Parlons maintenant des conséquences de cette guerre qui arrive à son premier anniversaire le 24 février prochain. On commence et on les a d'ores et déjà ressentis. Mais a priori, les économistes, les spécialistes nous disent que le mois de mars risque d'être, pour reprendre un terme un peu fort, mais qui est employé dans beaucoup de bouches de spécialistes, le mois de mars risque d'être sanglant en matière de prix et de hausse de prix. Tarek Mami, le pire est à venir, a priori, en matière de prix. Je suppose que vous allez tous les deux de temps en temps faire les courses dans les magasins, y compris d'ailleurs, hormis les magasins, tous les matières premières ou tous les matériaux dont on peut avoir besoin dans les différentes corporations, et y compris la radio. Tout a véritablement augmenté, voire même doublé. Aujourd'hui, c'est ça la réalité. Est-ce qu'il y a des spéculateurs dans ce monde de brut ? Bien sûr. Je ne sais pas s'il y a des spéculateurs, mais moi, je peux vous parler de 2 points précis. Le point de la radio que je dirige, donc je reçois les factures, et mon boulanger. C'est mon boulanger, mon pain préféré, coûtait 1 € au 31 décembre. Hier, il était à 1,40. 1,40 ? 1,40. Ah oui. Pain que j'achète. Pain au chocolat, il est à 1,40 aussi. Non, mais ça, c'est le pain au blé ou un truc comme ça. 1 € au 31 décembre. Et de 1,10, 1,20, hier, il était 1,40. Donc 50%, en clair 40%, en 3 mois. La facture d'électricité de la radio, je ne vais pas donner les chiffres, mais on a eu donc 150 000 €, 150% d'augmentation entre la facture du mois de janvier et la facture du mois de février.
Ouais. Voilà. Ça, c'est du concret. Et... Ah bah ça, c'est du concret. Non, mais Ouais. ça, c'est à votre niveau, au niveau radio et au non, niveau mais chef c'est pour d'entreprise. dire, voilà. Et c'est également la réalité des gens. citoyens, des gens. Les gens, 1 euro, 1,40 € le pain Voilà. que j'achète. Donc, et là, c'est le citoyen qui parle. Ouais, ouais. Et donc, ça, c'est 2 exemples concrets et je ne veux pas pour le reste. Ouais. Ah, Jimmy. je reviendrai sur 2 points. Premier point, c'est que il faut qu'on arrête aussi il faut qu'ils arrêtent en disant ouais, tout devient de la faute de la guerre en Ukraine. En Toutes fait. les De- Et puis, tout ce qui- excuse-moi, tout le mal du monde. Jimmy, l'année dernière, donc on a commandé début février, donc avant la guerre, du matériel pour la radio. Et puis on attendait les confirmations techniques et tout ça. Et on l'a commandé réellement au mois de juillet. Et entre le mois de février et le mois de juillet, on a eu une augmentation de 40% sur la même machine. Et la personne me dit, Monsieur Mamie, si vous l'aviez payé début février, avant la guerre, vous n'auriez pas eu le 40% de plus pour la machine du traitement de sang, pour Juste, faire simple. juste sur. Alors, en fait, à la Bondo, pour la classe dominante, propriétaire des moyens de production qui nous dirige, à la guerre d'Ukraine, à la Bondo, parce que tout vient de sa faute. Mais je vous rappellerai une chose, c'est que ceux qui. Évidemment, la classe ouvrière et les couches populaires, donc la majorité des Français, mais il y a aussi la question des TPE et PME. Oui. Et elle est très parlante. Pourquoi ? Parce que ceux qui crèvent en ce moment en France, évidemment, ce sont les travailleurs, les salariés, mais c'est aussi les petits artisans, c'est-à-dire les dirigeants de TPE, PME. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui se passe, si vous analysez un petit peu le système actuel, le processus de monopolisation, de concentration, je ne développerai pas, j'aurai pas le temps. Mais en fait, vous apercevez que les multinationales fixent les prix. Ce sont les multinationales qui fixent les prix des matières premières. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'en fixant le prix des matières premières, ça leur permet indirectement d'étouffer les TPE, PME, ce qui va permettre de les subordonner toujours plus aux gros monopoles capitalistes, aux grosses multinationales. C'est ça qu'ils veulent. Pourquoi ? Parce qu'indirectement, ça permet de fluidifier ce qu'on appelle la rotation du capital. Concrètement, les multinationales se font toujours plus de fric en affamant les salariés et en étouffant socialement les TPE et les PME. C'est ça qui se passe. Et pour couvrir leur spéculation, leur soif de profit qui est toujours poussée à l'extrême, eh bien, ils se cachent derrière un paravent qui est la guerre en Ukraine. Alors j'aimerais bien avoir aussi les auditeurs auditrices qui puissent nous faire part un petit peu de leur réalité du quotidien finalement face à cette hausse de prix. Qu'est-ce que cela change pour eux ? Et c'est vrai, quand on le disait au travers d'exemples prix, tout a véritablement augmenté. L'énergie, tous les différents produits, que ce sont les pâtes, le sucre, un truc de fou, la farine, évidemment, les boulangers qui ont fait pousser un coup de gueule et un cri d'alerte en début d'année ne sont pas en reste, bien entendu. Tiens, petit aparté, vous savez que l'Europe vient de prendre une décision, ou aurait pris une décision, que d'ici 2035, les moteurs thermiques, la fabrication de moteurs thermiques, de la commercialisation de voitures thermiques serait terminée. Alors, Ouais. là, Ça me fait rire. Là, je prends le pari. Je prends le pari que c'est totalement impossible. Imaginez-vous les conséquences sur l'industrie du pétrole. Alors, c'est juste une blague qu'on puisse avoir d'ici 2035 des voitures électriques capables de pouvoir faire 1000 km en une recharge de 10 minutes. Franchement, quand on voit des fois les dirigeants et leurs décisions, il y a de quoi rigoler, sincèrement. Alors, en fait, c'est une projection, Christophe, parce que depuis maintenant pratiquement... Non, mais c'est totalement infaisable. Je vous explique pourquoi. Parce que depuis à peu près la crise du pétrole de 1974 et la connaissance des stocks du pétrole existant aujourd'hui, on a toujours dit que vers 1950, en gros, les gros puits de pétrole à travers le monde, il n'y aura plus de pétrole. Et donc, c'est une décision d'anticipation, mais il n'y aura pas d'arrêt de voiture en 35, non, c'est impossible. Plutôt 40, 45, en fait, parce qu'il n'y aura plus de stock de pétrole en face. Bon, alors, vos appels au 01 puis 40 33 9000, on revient dans un instant. Ne bougez pas, on met un peu d'argent dans la caisse, mon ami Jimmy. Le capitalisme à son état pur, à tout de suite. Ouais, l'impérialisme à Ne l'état bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Séquence de cette guerre en Ukraine, on en parle avec vous au 01 40 33 9000. J'aimerais bien avoir vos appels et voilà votre retour sur ce que vous vivez en ce moment, parce que effectivement quand on va faire les courses,
On le voit clairement, les prix ont fortement augmenté. Voilà, des produits de première nécessité. D'ailleurs, je crois à Jimmy, si je dis pas de bêtises, et Tarek, qui avait une promesse du gouvernement et de certains magasins aussi. Je pense à Lidl par exemple, de faire une liste de je sais plus combien de produits de première nécessité à des prix assez bas. Est-ce que c'est faux ou pas de dire qu'en ce moment tout est en train de se jouer finalement sur ce qui va nous arriver au mois de mars, parce que c'est à cette période-là qu'est se renégocier la majeure partie des produits pour l'année à venir. Donc là pour le coup il y a de quoi être inquiet sincèrement, Jimmy, sur l'augmentation des prix à venir. Oui, mais le problème qui se pose, c'est que même si vous avez des magasins comme Lidl, je sais pas si vous, en fait ce qu'ils font, c'est que les magasins comme Lidl, ils ont des grilles en fait. Ils regardent le prix de leurs concurrents et par rapport au prix des concurrents, ils vont fixer leur prix à eux. Donc, si vous avez, Lidl fera en sorte que le prix de leurs marchandises soit toujours inférieur par rapport aux autres prix. Mais si d'une manière générale, vous avez tous les prix qui augmentent, forcément, ils vont rester les marchandises de Lidl seront à un prix inférieur, mais toujours élevé, puisque c'est corrélativement aux autres prix de leurs concurrents. Et encore une fois, ce qui se passe, c'est que vous avez des prix qui sont liés au processus de monopolisation de certaines multinationales qui fixent leurs prix. Parce que le problème qui se pose, c'est que c'est impensable, c'est inacceptable qu'on nous dise, qu'on aille jusqu'à nous dire, et d'une manière... ils ne le disent en fait, ils nous narguent en fait, ils vont jusqu'à nous narguer dans leurs médias en nous disant, vous voyez, nous on a déclenché plusieurs milliards pour faire la guerre en Ukraine. Vous voyez, on a 200 milliards de planqués dans les paradis fiscaux. Vous voyez, on a plusieurs milliards, 157 milliards pour le CAC 40 pour la seule année 2022. Mais par contre, chers prolétaires de France, on peut rien faire pour vous. Votre paquet de riz, vous allez continuer à le payer trop cher. Donc à un moment, il faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons. Mais il faut, comme le disait Coluche, ils nous prennent pour des cons, mais on se laisse faire aussi un petit peu. Oui, alors, en réalité, dans une société capitaliste, le premier objectif, c'est de gagner de l'argent. J'allais dire le côté social et tout ça, c'est normal. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Et derrière, donc, nous devrions voir ce qu'on appelle les marges. Et on devrait voir les bénéfices en deux. Quand vous avez Total qui réalise en pleine crise son plus grand chiffre d'affaires de bénéfices de son histoire, 22 milliards. Nous, citoyens, qu'est-ce qu'on doit avoir comme retour? Donc, normalement, dans une société humaine, pas dans une société normale, parce qu'il n'y a pas de société normale, on peut considérer que pour l'année qui vient, vu la marge, le prix de base du pétrole sera, j'allais dire, au prix de l'achat, sans aucune augmentation, et que ce soit Total qui prend en charge les fameuses taxes que l'État prend. Parce que ça s'appelle de la redistribution. Deuxième chose, qui va prendre ces marges? Ce sont les actionnaire. Or, qui a mis en place Total dans l'histoire de France? Qui l'a créé? C'est comme les autoroutes et tout ça. C'est l'État. C'est-à-dire que c'est la société, c'est le pays, c'est les impôts qui ont permis à toutes ces sociétés d'exister. Et aujourd'hui, ces sociétés existent et fonctionnent pour eux-mêmes, pour elles-mêmes et pas pour la société. Ça, c'est côté, par exemple, pétrole. On a exactement la même chose en ce qui concerne les autoroutes, puisque les contrats vont être renouvelés avec une marge extraordinaire. Et les gens, donc c'est comme si aujourd'hui, avant, il y avait les patrons qui travaillaient, le capitalisme du 19e siècle, il y avait une marge et un petit peu de distribution. Et aujourd'hui, c'est toute la société et tous les salariés qui travaillent au bénéfice de quelques-uns. C'est pour ça qu'on trouve qu'en gros, rien que M. LVMH a comme revenu par an l'équivalent de 20 millions de citoyens français. Qu'est-ce qu'on peut accepter ce genre de situation? Dans une société démocratique, on devrait être... Et je vous rappelle que le général de Gaulle est parti sur son référendum pour donc la régionalisation, mais aussi sur son projet de redistribution des bénéfices, où il voulait que, je ne sais pas, 30 ou 35% des marges soient redonnées aux salariés et aux ouvriers, parce que c'est eux qui ont produit la richesse. Je reviendrai juste sur des points, sur le carburant par exemple.
Si vous faites le lien entre deux points importants, vous apercevez qu'en fait, ils nous prennent pour des cons, parce qu'ils vous disent, ils vont jusqu'à vous narguer en souriant, en fait. Ils vous disent en souriant, bah, vous voyez, notre entreprise Total, elle a fait, pour la seule année 2022, plus de 20 milliards d'euros de bénéfices pour la seule année 2022. Hein. Oui. Et on parle juste du profit. On parle pas du surprofit qui est réalisé par extorsion de la force de travail, notamment en Afrique et ailleurs. On parle uniquement du profit. Et dans le même temps, la TICPE, qui est la taxe sur le carburant, c'est quasiment 60% du litre au litre du carburant. C'est-à-dire que par exemple, sur un litre de carburant, si vous le payez 2 euros, vous avez plus d'1 euro qui est directement lié à la taxe TICPE qui va dans les caisses de l'État. Donc ils vont plus la TVA, plus la TVA, on est à plus de 60%. C'est pour ça que je vous dis, avec ces chiffres, dans un pays normal, entre guillemets, on devrait, la taxe sur le pétrole devrait être payée. Bah pour moi, il faudrait socialiser. Pour ça, c'est mon avis, il faudrait socialiser. Non, mais on va socialisons les moyens de production. Ça veut dire qu'il faut revenir à la nationalisation. Comme ça, on récupère la valeur. On récupère la valeur qui est générée par les salariés. On va faire de la nationalisation, comme a fait Mitterrand en 1983, où il a repris quelques pans de l'économie, qu'il a revendu ou qu'il a fait revendre 10 ans après. Alors moi je parle bien de collectivisation, pas de nationalisation. Hein. Mais collectivisation, concrètement, on reprend le contrôle de... C'est quoi la différence entre collectivisation et nationalisation? Parce que la collectivisation, elle est liée, elle a un caractère de classe beaucoup plus marqué. C'est-à-dire on collectivise, et ça veut dire que le peuple travailleur aura un véritable initiative dans le fonctionnement des process de production. C'est ça la principale différence entre la nationalisation et le principe est le même. Mais c'est pareil, dans son essence. Dans la nationalisation, quand vous faites de la collectivisation, encore faut-il que les salariés ou les travailleurs ou les prolétaires et la compétence technique, parce que des fois vous êtes dans la compétence technique. Ils sont pas il faut les former. On a eu l'école pour les former avant, donc on peut pas on est bon. C'est parce que la réflexion d'une manière générale, elle n'est pas seulement liée. Il y a que les bourgeois qui savent réfléchir, le prolétaire. Non, mais les bourgeois ne savent pas réfléchir. Les bourgeois ont eu la chance ou l'occasion de faire des études. Ce que les autres n'ont pas fait. C'est qu'il faut du temps. Oui. Quand ta force de travail est exploitée, que tu travailles 12 heures par jour à faire un travail de merde, bah t'as pas le temps de t'instruire. Non, mais c'est pour ça que le général de Gaulle a proposé ce qu'on appelle la participation. La participation, c'est pas la participation dans les idées pour augmenter, mais c'est la participation dans le bénéfice, dans la distribution. Allez, place à présent aux zap ou maths. Je vous donne des informations, messieurs, à vous de choisir si vous décidez de les commenter ou de les zapper. Première information, c'est Israël qui étend une loi sur la déchéance de nationalité qui ouvre une voie finalement à l'expulsion des citoyens et résidents palestiniens. La nouvelle loi implique que les citoyens, écoutez bien, palestiniens d'Israël et les résidents de Jérusalem-Est peuvent désormais être expulsés vers Gaza et la Cisjordanie. Tarek Mami, vous commentez ou vous zappez? Bien sûr que je commente. Bah oui. Je commence par dire Israël est en train d'inventer une nouvelle définition du mot démocratie. Le mot démocratie jusque-là était comprise comme l'égalité des citoyens devant la loi. Or, quand on parle de Jérusalem, il y a des gens donc, qui ont la nationalité israélienne, et d'ailleurs ils n'ont pas d'autres nationalités, ils n'ont pas de nationalité palestinienne, et d'autres sont des gens qui sont palestiniens et qui ont une carte de résidence. Je vais parler de la première catégorie qui m'intéresse le plus. Quand vous prononcez une déchéance de la nationalité, ce qui est interdit par le droit international, vous faites de la personne un apatride. C'est quoi un apatride? C'est quelqu'un qui n'a pas de nationalité. Donc vous allez créer de nouveaux réfugiés palestiniens. Et puis, pourquoi vous les envoyez à Gaza? À partir du moment où Gaza, comme dit M. Sarkozy, avec lequel pour une fois je suis d'accord, est une prison à ciel ouvert. Si Gaza avait des frontières pour que les gens rentrent et sortent, en tout cas de l'autre côté de la mer, pas de Bahr el-Sahel, bon, on peut toujours en discuter parce que c'est comme si on les envoyait en Jordanie ou dans un pays libre. Mais on ne peut pas faire des gens des apatrides. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça vise les gens, toujours qui habitent à Jérusalem, et ils vont être expulsés en Cisjordanie, c'est-à-dire ils vont être traités comme des sous-citoyens. En droit international, ça ne le fait pas. Et pour une fois... Et là, je vais vous raconter, comme dit l'autre, une histoire, parce que j'aime bien utiliser le mot histoire. Vous savez quelle est la dernière demande du président français Macron
sur l'avenir de la Palestine, une fois qu'il a reçu le Premier ministre de droite et d'extrême droite avec son groupe à Paris? Je vous donne la réponse. C'est chercher, enquêter, qui peut remplacer le président Abbas, qui doit être destitué, comme on a fait avec le président Arafat. Et donc, au lieu que la France, par exemple, sur cette question, commence par dire il n'est pas question, parce que c'est Israël qui est le pays occupant, non, on fait la faute sur le peuple palestinien. Donc, je commente forcément, et je suis contre. Bien sûr, ça ne changera rien, mais j'allais dire, il faut voir la situation dramatique que vit aujourd'hui le peuple israélien, qui, à l'intérieur, sont en train de se battre tous les jours contre le projet de changement donc, de la désignation des membres de la Cour suprême israélienne. On veut en faire un instrument du pouvoir. Jimmy, tu commentes ou tu zappes? Je commente très rapidement, juste pour dire... total big up aux camarades de Palestine qui se battent contre le colonisateur sioniste. Et ça fait et c'est vrai qu'effectivement je reviendrai sur un élément qu'a soulevé Tarek, c'est contraire au droit international de créer quelqu'un apatride. Normalement c'est voilà. Alors à un moment on voit bien là l'orientation de classe assez marquée. Alors quand il s'agit de l'impérialo-sionisme qui rend apatride, toute personne ne dit rien. On n'est plus dans la classe, on est presque dans la race entre guillemets. En fait on est dans la religion, parce que si demain classe et religion, tu sais bien que c'est lié. À un moment, ils utilisent la religion pour assurer une domination de classe. Imaginez, vous avez le citoyen israélien juif, le citoyen israélien juif qui a tué Rabin. Celui-là, en tuant Rabin, on ne lui retire pas sa nationalité. Ouais, non mais le problème qui se pose, il y a un problème religieux, mais tu sais bien que le caractère de classe, c'est la base. Non, mais sur ce point-là, je suis pas d'accord sur classe, mais c'est pas grave. Sur ce point-là, ça veut dire que on continue à enfoncer la classe, que être citoyen israélien n'est pas être citoyen israélien, mais être d'abord juif pour mériter d'être citoyen israélien. Et il y a la loi qui a été votée par Benjamin Netanyahu avant qu'il perde les élections la dernière fois, qui s'appelle donc l'État Israël, un État juif, pour les Juifs, et on n'a pas entendu ni M. Macron ni les Américains dénoncer le fait... Ouais, mais tu vois bien que... On avance, Jimmy, parce que sinon on va pas passer 3 heures là-dessus. Il y a d'autres infos à commenter ou à zapper. La CAF, on parle de foot, qui devrait profiter de la réélection de Infantino le 16 mars prochain à Kigali, pour annoncer le nom du pays organisateur de la CAN 2025. Et ça va se jouer, Tarek, entre le Maroc, favori, et l'Algérie. Ça sera le Maroc. Ah oui? Je vous donne le scoop. Ouais. Dans une réunion qui a eu lieu dans plusieurs hôtels et qui a fuité, en fait, les gens de la CAN ont vu les dossiers de 2 pays. Et ils n'ont pas trouvé, en gros, un élément distinctif sur les infrastructures, sur les hôtels, sur tout. Ils disent, en gros, ça se vaut. Et puis, il y a un qui est toujours plus intelligent que tous les autres, il a dit on va appliquer ce qu'on appelle le principe de l'antériorité. C'est quoi ce principe de l'antériorité? On recule dans l'histoire pour savoir à quelle date ces 2 pays ont organisé. Et il se trouve qu'à 2 ans près, le Maroc a organisé, et 2 ans après, ça a été l'Algérie. Et donc le mec, il a dit voilà l'argument juridique qu'on sortira à la dernière minute. On dira celui qui a organisé la première fois, aura cette fois, et l'Algérie pourrait éventuellement l'avoir en 29, puisqu'il y en a un autre en 27. Et ça va sortir comme ça, et vous pouvez prendre les paris. 16 mars, donc mon cher Jimmy, tu commentes ou tu zappes? Je zappe. Ok, j'imaginais bien. Tiens, autre info, un projet de tunnel reliant le Maroc à l'Espagne à l'étude. En tout cas, c'est les discussions qui datent pas d'aujourd'hui, mais qui ont repris et qui ont été relancées lors d'un sommet bilatéral organisé début février 2023. Tarek, vous commentez, vous zappez? Je commence, c'est un projet vieux depuis 75, juste après la marche verte. La marche verte. Derrière, comment il s'appelle, l'ancien roi Hassan II voulait donc copier le modèle de sous la Manche, entre l'Angleterre et la France, et ça s'est arrêté, c'est revenu, et là, ça serait une bonne nouvelle, parce que pour les Marocains, faire, pour eux, donc dans leur état d'esprit, ce tunnel leur permettrait de se rapprocher de l'Europe et de redemander encore une fois l'adhésion à l'Union européenne. Ça représente des coûts faramineux, parce que la Terre, à cet endroit du monde, est beaucoup plus fragile que ce fut le cas pour le tunnel sous la Manche. Ça m'étonnerait, mais on peut... C'est les spécialistes qui le disent. Oui, mais ça m'étonnerait, mais on regarde, parce que la distance est beaucoup plus courte.
Oui, mais pour autant, voilà. Je regarderai ce dossier, on en parle une autre fois. Jimmy, Je zappe. tu zappes. La Tunisie, à présent, l'opposition dénonce des arrestations répressives de la part du président Kais Saïed. Des arrestations d'ailleurs qui inquiètent au-delà aussi de la sphère politique. Tarek, vous commentez évidemment. Oui. Dans ces arrestations, il y a à boire et à manger. Si je voulais être méchant, je vous dis, donnez-moi le nom d'une des personnes arrêtées et je vous donne tout ce que les Tunisiens la rapprochent depuis 10 ans. Il se trouve que quand le président Kais Saïed a fait son coup de force le 25 janvier 2021, il pensait que derrière, la justice allait retravailler, faire son travail et donc agir. Et il constate au bout de 2 ans que la justice ne bouge pas parce qu'elle a été infiltrée, elle est pourrie, et que là, il se retrouve dans la position de l'arroseur arrosé, à jouer au dictateur, à donner les listes des gens qu'on doit arrêter pour faire l'enquête. Alors, quand on est démocrate, on est contre les arrestations. Et quand on veut faire sortir la Tunisie de cette situation, il faut passer par cette étape d'arrestation, parce que ces gens-là vont passer entre les mains du juge, qui ne sont pas tous avec Kais Saïed, bien au contraire, la majorité est contre lui. Et comme ils ont cassé la décision du président Kais Saïed quand il a exclu de la magistrature 60 magistrats, ils ont décidé en tout cas que 50 devraient être réintégrés. Donc c'est une bonne chose, parce qu'il faut crever l'abcès. Juste une chose, je vais donner un exemple qui va parler aux auditeurs, cher Christophe. Vous avez des actes terroristes qui ont eu lieu en Tunisie, notamment l'assassinat de 2 hommes politiques que nous connaissons tous, Chokri Belaïd et Haj Brahim, la même année. Et vous avez un procureur de la République qui était proche de Nahda, alors au pouvoir. Il a décidé, cher Christophe, chers auditrices, chers auditeurs, de couper le dossier en 6 morceaux différents. Imaginez que le procureur de la République, après les attentats de 2015 à Paris, décide que l'attentat de Stade de France doit être étudié tout seul, sans lien avec le reste. L'attentat des cafés de terrasse de la République, pareil, et le Bataclan, pareil. Et donc, en faisant cela, il a empêché à ce que les juges, les policiers travaillent ensemble. Et ce monsieur a été arrêté, a été dénoncé par ses pairs, et donc lui, c'est un des exemples. Jimmy, tu commentes ou tu zappes ? Je zappe. Et dernière information à commenter ou à zapper, c'est Islam de France, le Forif, reçu à l'Elysée, Tarek Momi y était d'ailleurs, pour consolider son statut de premier interlocuteur de l'État, une nouvelle instance qui entre en concurrence directe avec le CFCM, qui s'est auto-sabordé selon l'Elysée, le CFCM. Non. Le CFCM qui d'ailleurs se réunira ce week-end. Voilà, alors, 2 choses. Je vais utiliser un mot qui va ou choquer ou aller très loin. Hier, c'était une mascarade. J'en ai couvert, moi, des activités à l'Élysée ailleurs, c'était une mascarade. Vous aviez 60 personnes, dans une quarantaine de nouveaux, qui rouvrent le dossier islam, qui sont sincères et qui ont travaillé en toute bonne foi. Mais ils sont instrumentalisés. Qu'est-ce qu'on reproche au FCM ? 3 choses. La première, c'est qu'il n'est pas représentatif. Est-ce que ceux qui étaient hier à l'Élysée sont représentatifs ? Qui sont-ils d'ailleurs ? Personne, on a refusé de nous donner la liste. On l'a demandé à plusieurs reprises. Il y a même une députée qui a écrit une question écrite à M. Darmanin. Réponse, on ne veut pas donner la liste parce que c'est une institution mouvante qui n'est pas stable et que les gens ne veulent pas qu'on donne leur nom. C'est la reprise en main de l'État en fait. Tout à fait. Deuxième point, on dit que c'est l'islam consulaire et qu'il faut l'exclure. À travers le CFCM. À travers le CFCM et les fédérations. Oui, ce qui n'est pas faux. Hein. Est-ce que certaines des personnes qui étaient hier présentes, il y avait le recteur de la Grande Mosquée de Paris, il y avait le recteur de la Grande Mosquée de Lyon, oui. Il y avait M. Moussaoui, président en titre à titre provisoire des CFCM, il y avait M. Tarek Obrou, je rajoute, pour mettre fin à toute polémique, toutes ces personnes sont respectables. Mais est-ce que toutes ces personnes ne représentent pas, d'une manière directe ou indirecte, leur pays de naissance ou d'origine ? Ouais. Donc s'ils ne représentent pas, tant mieux. Mais ces personnes-là ne font pas partie du Forif. Si. En tout cas, M. Hafiz et M. Kmibech en font partie. Ouais. Pas M. Moussaoui. Et donc, où ces gens-là représentent quelque part leur pays et on n'a pas coupé avec l'islam consulaire, ou on n'a pas, ou ils n'ont pas coupé. Autre chose, hier,
tout le monde nous explique qu'il y a des fédérations qui ont refusé de signer la charte, Christophe. Il se trouve que tout le monde, y compris les 3 qui avaient refusé de signer la charte au début, ils ont fini par la signer. Donc aujourd'hui, toutes les fédérations l'ont signée. Aujourd'hui, l'État préfère aujourd'hui discuter avec des gens qu'il a choisis. Et tous ces gens-là, sans nommer, excusez-moi, je termine là, cher Christophe, tous ces gens-là ont été choisis par le préfet. Tarek Mami, vous savez bien, vous vous organisez, ou sinon on vous organise. C'est un peu le c'était notre principe depuis donc, l'histoire de la charte. La réalité, elle est là. C'est-à-dire que cette communauté a été incapable pour l'heure de créer une instance digne de ce nom représentative. Oui. Et quand l'État a besoin de discuter avec les musulmans, comme il a besoin de discuter avec d'autres religions, le problème, c'est à qui on parle aujourd'hui concrètement. On ne parle à personne, on ne parle à personne, Christophe. Avant-hier, on nous a expliqué... L'État a besoin d'interlocuteurs. Non, parce qu'il dit, il n'y a pas de président au Forif, il n'y a pas de porte-parole. Donc quand l'État va parler, il va parler à 60 personnes. Alors écoutez ce que dit Macron justement là-dessus par rapport à cette idée du Forif. C'est la compétence sur le terrain pour dire cette personne est imam, n'est pas imam, cette personne peut prédiquer, ne peut pas prédiquer. Et d'avoir un système qui fait que quand des gens qui prédiquent disent des folies qui menacent la République et bafouent la religion, qu'est-ce qu'est l'islam, on puisse leur dire vous n'aurez plus le droit de le faire. Voilà, bon, grosso modo, c'est juste pour les imams en fait. Oui, non, mais il peut le faire avec les CFCM. Ouais. Et il l'a fait. Et combien d'imams ont été expulsés, y compris M. Hukwisen? Oui. Bon, donc si vous voulez, pour moi, c'était une mascarade. Quand on veut tuer son chien... On dit qu'il a la rage. Ouais. En fait, quelqu'un a considéré, des gens ont considéré que le ton technique du CFCM est terminé et on va passer à autre chose. Ouais. Sauf qu'en passant à autre chose, qui demain va fixer la date du début du Ramadan? C'est pas dans les prérogatives du Forif. Donc on aura la mosquée de Paris, la mosquée de Lyon, le CFCM, Tarek Mami, chacun va décider. Donc le CFCM, même s'il a beaucoup de défauts, peut-être qu'il va vivre à partir de dimanche, puisqu'ils tiennent une assemblée générale et ils vont décider. Donc à la limite, nous en parlerons beaucoup mieux lundi prochain, une fois qu'ils auront tenu leur assemblée générale et publié leur communiqué de presse. Bon, mais en tout cas, ça risque de ne pas s'arranger encore cette année. Ça ne s'arrangera pas. Et pour la 3e fois, hier, c'était une réunion mascarade. Donc, qui va désigner aujourd'hui, qui va être désigné, par exemple, le début du Ramadan cette année? On aura... Qui s'autoproclame responsable des musulmans. Tout à fait. Alors, on va avoir, je vous le donne tout de suite, la décision de la mosquée de Paris, la décision de la mosquée de Lyon, la décision des musulmans de France et la décision de ce qui reste du CFCM. Voilà, vous aurez 4 décisions et nous, on aura à décider 15 jours à l'avance et on décidera de la date et on fera comme l'année dernière, avant même qu'ils ne prononcent la veille, on regardera la lune, on sait de regarder, on a des sites et on dira le Ramadan sera à telle date en France parce que c'est plus probable à cette date-là. Jimmy, tu zappes ou tu commentes? Non, je commente. Très rapide, 4 points. Non, premier point, c'est d'abord ce qui pose problème. Deux questions. Deux questions. Première question, c'est comment se fait-il que certains représentants sont choisis par le préfet? Et est-ce que c'est certains, tous. Déjà, ça pose un véritable problème parce que je vois pas ce que le préfet a à voir là-dedans. C'est un problème. C'est le problème aussi des musulmans en premier. Je finis ce que je disais. Donc effectivement, est-ce qu'ils sont véritablement représentatifs des musulmans de France? C'est ma deuxième question. Mais en tout cas, ce qui est certain, et là j'affirme que effectivement, c'est pas Palais de l'Élysée que ça se passe. S'ils veulent vraiment discuter et résorber les contradictions qu'il y a dans ce pays, d'abord, je vous rappellerai que la classe politique au pouvoir, c'est elle qui, de par leur politique, ont criminalisé la religion musulmane en France, de par leur politique à eux. Donc aller discuter avec des personnes qui sont eux-mêmes responsables, qui sont eux-mêmes le problème, les causes du problème, ça me paraît un petit peu, c'est une contradiction, ma foi, antagoniste, inconciliable. Et je pense que c'est dans les localités que ça se passe. S'ils veulent discuter, s'ils veulent véritablement résorber le problème, que tout le monde arrive à s'entendre, c'est dans les localités que ça se passe. C'est ça, en fait, c'est la responsabilité des préfets. Il faut aller au quartier des 3000. Ils vont gérer un petit peu. Il faut aller dans les quartiers des 3000, dans le cité du Clos Saint-Lazare-Astin, il faut aller dans toutes les cités, il faut discuter avec les gars, il faut aller quand on fait du barbecue, il faut manger un barbecue avec eux. J'ai un truc comme ça au hasard. Et non, je finis sur un truc parce que je pense que quelle que soit la religion,
Moi, je suis très accroché à la laïcité. Je pense que c'est fondamental. Mais je pense que la religion musulmane elle est trop proche de la politique dans ces cas-là. Le musulman se représente lui-même, en fait. Est-ce qu'il a vraiment besoin... Alors évidemment, il y a des prêcheurs, des imams qui sont des hommes importants parce qu'ils posent les bases d'une réflexion et d'une philosophie qui nourrit la conscience. Mais est-ce que c'est normal qu'il y ait des représentants qui discutent au palais de l'Élysée? Sérieux. Est-ce qu'il y en a véritablement besoin? Je pense pas. Christophe, dernier mot. Hier, le monsieur présentation des échanges et surtout donc des comptes rendus des groupes est un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Oui. On n'a pas trouvé au sein de ce forif une personnalité assez instruite et costaud pour le faire. On aurait pu faire appel au recteur de la Grande Mosquée de Paris, M. Hafid. Il connaît tout le monde, il connaît les sujets. On veut des noms. On veut savoir qui sont dans ce forif. Non, mais je vais vous le donner. Moi, j'ai été exprès aussi pour voir ça. De l'autre côté, on aurait pu le donner à M. Moussaoui. Il y avait M. Relem Béchir, qui est président de la FIF, qui n'est pas dans la bataille de CFCM. Il aurait pu présenter cela. M. Kamal Khabtan a eu beaucoup d'initiatives. Il aurait pu présenter ça. Et vous avez des islamologues qui connaissent le métier, neutres, qui ne sont pas de l'État et qui ne sont pas de CFCM, qui auraient pu présenter. Pourquoi le choix de présenter tout ça par un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur? On y revient. Donc la gestion de l'islam, ce n'est pas une gestion politique, c'est une gestion sécuritaire et policière. Bon, on va suivre ça de près, même s'il n'y a pas grand-chose à suivre finalement, et peut-être regretter finalement, en définitive, non pas que l'État reprenne la main sur le culte musulman, ça c'est regrettable de toute façon, mais c'est aussi une partie des défaites de cette dite communauté. Tout à fait. Qui a été visiblement incapable de s'organiser. Et au contraire, d'ailleurs, je pense que la plus grande ennemie des musulmans, parfois, et dans ce domaine c'est bien vrai, ce sont les musulmans eux-mêmes. En tout cas, ceux qui se prétendent comme représentants absolument, des musulmans absolument. Oui. Non mais ça c'est la réalité, Jimmy, je te jure. L'étage d'en haut, pas l'étage d'en bas. Dans un instant, en fait, certains sont politiciens plus qu'autre chose. Grève contre la réforme des retraites, ça c'est pour toi mon Jimmy, et pour vous auditrices, auditeurs. La France peut-elle être bloquée à partir du 7 mars? On voit l'intersyndicale qui calme un peu les choses. On a vu d'ailleurs beaucoup moins de monde dans les rues hier. Mais c'est normal, on nous a dit qu'on est en train de préparer tranquillement et tout cela. Et puis en même temps, on a des députés, notamment de la France Insoumise, qui font tout pour ne pas voter ce fameux article 7, tout comme le RN qui dépose cette motion de censure, à croire que finalement ça arrange tout le monde, ce 47.1 là qui a été voté par le gouvernement. On en parle dans un instant. À tout de suite dans le LGF avec vos appels au 01 40 33 9000. À tout de suite. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Merci d'être avec nous en direct dans le LGF avec Tarek Mami, journaliste, avec Jimmy Dalidou, auteur et syndicaliste CGTiste cheminot aussi, conducteur de train quand même, notre Jimmy Dalidou. Alors on va parler donc de cette grève contre la réforme des retraites dont les discussions vont se terminer ce soir à minuit. Des discussions qui n'ont pas beaucoup avancé, avec des communistes qui ont fait un petit effort en retirant des amendements, la France Insoumise qui en a retiré quelques-uns mais pas beaucoup. Donc finalement on sait d'ores et déjà qu'on ne discutera pas de l'article 7, 8, 9, 10, 11, etc., etc. Il y en a 20 en tout des articles de cette réforme des retraites. Ça arrange bien tout le monde finalement cette histoire parce que l'article 7... Aujourd'hui, c'est le dernier jour de débat à l'Assemblée nationale. Jusqu'à minuit, ce que je viens de dire. L'intersyndicale toujours unie qui organise et qui menace davantage le gouvernement qui est pour l'heure, on le verra d'ailleurs dans le zapping, tout à fait déterminé à poursuivre et à maintenir cette réforme des retraites coûte que coûte. Cette date du 7 mars qu'il va falloir noter dans vos calendriers, messieurs, dames, parce que on nous promet un blocage du pays. Tarek Mami, est-ce que vous pensez que la France peut-elle être bloquée par les syndicalistes, par les travailleurs, par ceux et celles qui ne veulent pas, et ils sont en majorité pour l'heure et toujours et encore en France, de cette réforme des retraites? Je suis tenté de laisser Jimmy. Ah oui, bah alors laissez Jimmy, on connaît la réponse, lui. Voilà. Non, mais en fait, il y a 4 points importants. Le premier point, c'est que les discussions, en fait, il n'y a pas de discussion. Il faut arrêter de dire que ce sont des discussions, puisque, en fait, on s'aperçoit que les dirigeants politiques actuels ne discutent pas. Vous savez bien que le macroniste n'aime pas discuter. Ils imposent une politique. C'est comme ça qu'ils font. Ils imposent une politique destructrice. Donc il n'y a pas de discussion. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, au niveau politique, et vous savez très bien
et ça c'est un secret de polichinelle, qu'un bon syndicalisme est conditionné par une bonne base politique, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça que ça se passe. En général, les syndicalistes qui sont mandatés et qui ont des responsabilités sont aussi des militants politiques en général. Si je dis ça, c'est pas pour rien, c'est parce que les amendements qui ont été apportés, le gouvernement a présenté ces amendements. Alors, encore une fois, je ne suis pas de la NUPES, de la France Insoumise, au contraire, mais les amendements, quels que soient les amendements, font partie du processus qui permettent d'arriver à la finalisation d'un texte. Il n'y a pas 10 000 raisons pour s'opposer à cette réforme, il ne faut pas abuser non plus. Mais concrètement, que ce soit dans une formation politique ou dans une formation syndicale, les auditrices et les auditeurs doivent comprendre que les amendements, ça permet aux représentants, aux militants de modifier un texte pour qu'au final, le débat à un moment aboutisse à la finalisation, à la validation d'un texte. Donc de quel droit ce gouvernement permet de dire « vous ne devez pas amender mon texte ». Donc arrêtons dans ce cas-là de parler de démocratie, de discussion. Ensuite, on parle de l'intersyndical. Il y a l'intersyndical, mais attention, c'est d'abord aussi l'intermilitantisme et l'unité de tous les travailleurs et militants. Il n'y a pas qu'intersyndical. Donc ça veut dire que les militants syndicaux, on est là, on surveille ce qui se dit entre l'intersyndical et les politiciens, et on sait que, quelles que soient nos organisations syndicales, à un moment, il faudra que tous les militants syndicaux convergent, parce que indépendamment de nos formations syndicales, on est tous exploités, que ce soit dans le secteur privé, donc clairement. Moi je te dis clairement aujourd'hui, si on discute et on vote, tout le monde va au vote pour cet article 7, et s'il ne passe pas, l'intersyndicale est morte. Oui, non mais elle est morte. Mais c'est ça, c'est ça qui arrange tout le monde, c'est de pas en parler justement. Non mais je vais vous répondre franchement. La réforme des retraites, elle va passer pour la simple bonne raison que les BlackRock et autres multinationales attendent pour spéculer sur les agences privées de retraite. Moi, ce que je dis... Donc si elle va passer, ça sert à quoi de... Non mais justement, si vous me laissez finir, vous allez comprendre. Lorsque le travailleur, lorsque le Français est dans la rue et qui est dans la lutte, c'est aussi une expérience de la lutte militante. C'est une expérience politique. Et ça permet d'éclaircir, de fluidifier la conscience, ça permet de développer la réflexion. Donc à un moment ou à un autre, cette réforme des retraites, mais c'est pas des mots, c'est pas des mots, parce que dans ce cas-là, il faut arrêter. Il y a eu la Commune de Paris, il y a eu 1968, il y a eu 1848, il y a eu plusieurs dates dans l'histoire, et ça c'est lié à un processus un processus d'expérience du terrain, et le peuple travailleur fait son expérience du terrain. Ouais, et de toute façon, longtemps. Mais non, mais c'est parce qu'il a pas les moyens de tenir. Il a pas les moyens de tenir, Jimmy. Non, moi, un petit mot. Non, attendez. Il bloque nos vies. Donc bloquons le pays. Ouais, il bloque nos vies. Donc bloquons le pays. Et Paris, je te le garantis, sur une grève qui va durer, en gros, une semaine maximum. Ça tiendra pas. Et tu sais très bien, les gens n'ont pas les moyens, n'ont plus les moyens de faire ça. C'est vrai qu'ils n'ont pas les moyens. Bah voilà. Donc, et là, on n'est pas sur un terrain moral et de velléité. On va tenter la politique qui est très connue, et y compris chez les macronistes, la tactique de la politique du pourrissement. Et ça va marcher. Oui, non, mais ça c'est une technique qu'ils utilisent, c'est vrai. Ah oui, elle est très très puissante. Mais elle va pas durer éternellement. On a parlé d'inflation tout à l'heure, elle va pas durer éternellement. Alors 2 mots. Le premier, c'est que les syndicalistes ont fait une très bonne affaire jusque-là. Il n'y a jamais eu de nouvelles. Ils ont renfloué les caisses. Ah, ils ont rempli les caisses. Ouais. Tout le monde est venu cotiser, par rage, par tout ce que vous voulez, ce qui donne les moyens financiers aux syndicats de pouvoir tenir un peu plus longtemps, y compris en payant ceux qui vont perdre des journées de grève. Ça, c'est une très bonne chose pour la vie syndicale dans ce pays. Il n'y a pas beaucoup de monde de syndiqués non plus. Hein. Ah oui, mais... des Français, oui, mais sauf qu'aujourd'hui, ils ont ramassé du fric. Deuxième chose... C'est pas une approche quantitative, c'est une position de principe. Non, mais voilà. La deuxième chose, c'est que bloquer le pays pendant un jour, c'est possible. Ouais. Bloquer le pays pendant un jour et demi, un jour 3/4, c'est possible. Bloquer le pays pendant 3, 4, 5 jours, c'est impossible en France, au vu de la configuration de la société française. Donc ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas, ça peut tenir 1 ou 2 jours, mais ça ira pas plus loin. Mais on risque d'avoir un 7 mars noir, comme on dit dans les annales du syndicalisme. Ouais. Donc ça n'ira pas au-delà d'une journée, quoi. Donc pour moi, c'est 2 jours maximum. En fait, non, mais c'est pas tout ça pour ça. C'est encore une fois, ça suivra son cours. Et à un moment,
ça passera plus. On sait que les politiciens, effectivement, ils jouent sur ça. Ils savent que de toute façon, malheureusement, je dis bien malheureusement, c'est vrai que les travailleurs ne peuvent pas suivre la cadence parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers. C'est pour ça que la CGT nous met en place des caisses de grève, des aides financières. Ça passera, donc la réforme passera. Non, mais c'est pas ce que je dis. Vous mais comprenez pas ce que je dis. bloquer le pays, ça sert à quoi? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que lorsqu'on veut prendre en main son destin politique, lorsqu'on veut arrêter d'être un petit toutou qui dit oui à tout ce qu'on nous dit et qu'on veut reprendre notre vie en main, comme ça a été fait en 1871 ou en 1968. Je vous rappellerai qu'après attendez. C'est pas les mêmes périodes, c'est pas les mêmes périodes et c'est pas les mêmes résistances. Je vous rappellerai qu'après 68, c'est là qu'il y a eu augmentation de plus de 35% du SMIC. Il y a eu développement des luttes. Mais les besoins sont différents, mais les besoins sont liés au peuple travailleur qui a des besoins. Et donc ça veut dire que s'il a des besoins et que ces besoins sont pas assouvis, à un moment il se mettra en mouvement. C'est comme ça que se produit. La masse en mouvement fait l'histoire. Il y a qu'une seule chose pour laquelle ça peut éventuellement marcher, c'est si la jeunesse s'en mêle. Et pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Il y a eu un jour. Ah non, c'est faux. Samedi dernier, on était plus de 2 millions et il y avait beaucoup de jeunes dans la rue. Non. Bon, bord des lycées, le blocage des lycées. Le blocage des lycées, universités. Pour l'instant, c'est 13 à la marge. Un petit peu en Bretagne. Pas grand chose à Paris. Et tant qu'il n'y a pas, à la marge, donc et tant qu'il n'y a pas de blocage du lycée à Paris pour que ça se voit à la télé, c'est comme s'il n'y avait jamais rien eu. C'est ça. Alors moi, la question que je me pose aujourd'hui, au vu de ce qui se passe et des débats depuis 2 semaines à l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale sert-elle encore à quelque chose si on peut plus discuter finalement? On peut discuter, mais la majorité a toujours gain de cause. Et alors, l'autre question qui se pose, cher Christophe, est-ce que LR va continuer à tergiverser ou est-ce que quand on va arriver au vote final, est-ce qu'elle va se coucher? Non, j'ai l'impression que ça arrange bien tout le monde. Non mais attendez, vous savez bien que LR, de toute façon, LR c'est le paillasson de Renaissance. LR sont là, c'est une formation politique qui vaut plus rien, comme le PS ça vaut plus rien. Et s'ils existent parce qu'ils sont financés, c'est la bourgeoisie monopoliste qui s'organise dans LR et ils sont là pour sauver Renaissance. Je vous rappellerai que quand il y a eu la dernière motion qui avait été signée par tout le monde, LFI, NUPES, tout le monde avait signé, c'est LR qui a sauvé le gouvernement, sinon il y avait eu chute du gouvernement. Voilà, et on verra en fait à la sortie de dossier de Sénat, et là on pourra... En majorité LR. Voilà. Ouais. Autre question, et ça sera ma dernière pour ce sujet. Est-ce que vous pensez que le coup de la motion de censure déposée par le RN est un joli coup politique? Oui. On est d'accord? Oui. Voilà, on est d'accord. En fait, elle met le Parti communiste, LFI et NUPES face à leur responsabilité. À la responsabilité. Ouais. Donc, alors, si on est dans l'objectivité, entre guillemets, quand on est dans l'opposition, on vote tout avec tout. Sauf que si on vote, on dira demain... LFI vote Front National et là je reviens sur non mais c'est vrai c'est carrément ça. Alors je reviendrai aussi sur un élément juste tout à l'heure parce qu'on disait tout à l'heure les syndicats, j'entends souvent ce truc, les syndicats sont pas représentatifs. Le Rassemblement national, ils sont combien au niveau national? 89. Ils sont combien? 100 000, un truc comme ça? Non mais ils sont le deuxième parti de l'Assemblée. Ouais. La CGT, on est plus de 700 000. Non mais donc à un moment, alors là, et pourtant le RN, ils ont je finis. Ils ont le tapis rouge déroulé dans tous les médias. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est une politique néofasciste. Ils ont eu combien de voix de personnes? Plus de 700 000 ou moins de 700 000? Ouais, mais ceux qui sont organisés, ceux qui sont militants, je pose des questions stupides. Ils sont moins nombreux que la CGT. Comment? Et pourtant, la CGT, on n'arrête pas de taper sur les gars de la CGT en disant vous êtes pas représentatifs. Et le Rassemblement national, on leur déroule le tapis rouge. Il faut être cohérent. À un certain moment, il faut dire stop. Vous êtes où ils sont 700 000 à la CGT. Les autres ont eu pratiquement plus de 700 000. Plus de 700 000. De l'autre côté, ils ont eu 3 millions de voix. Alors 700 000, 3 millions, qu'est-ce qui pèse le plus sur la société? Mais attendez, c'est comme ça. Attendez, c'est pas une question. C'est comme ça. Mais il n'y a pas que les votes dans ce pays. Il y a aussi l'organisation, le militantisme. Il y a l'engagement politique. Vous l'oubliez ça? Ça c'est pour plaisir. Attendez. Mais il faut. Les électeurs, ça c'est un paramètre important. Et les électeurs. Et ça vous le niez, vous le mettez à côté comme si ça n'existait pas. Les gars, 2,5 millions de personnes dans la rue samedi dernier, j'y étais. 3 millions pour le Front National. Vous êtes toujours en retard. Et la plupart et beaucoup de jeunes étaient dans la manif. Donc à un moment, j'ai mis. C'est parce que vous savez. C'est pour ça que j'ai dit que le peuple travailleur s'organise à travers différentes formations syndicales et qu'à un moment on trouve une convergence. Quand on rentre dans la politique du chiffre, vous êtes minoritaire. Bah oui, tu le sais. Quand on parle, excuse-moi, vous êtes minoritaire. C'est faux parce que vous êtes minoritaire. Vous n'allez pas inverser 3 millions contre 2,5 millions dans la rue. Non mais je vais vous dire un truc. Par contre, vous parlez de principe, de politique, d'éthique, de plein de choses, dont la majorité de la société française aujourd'hui sont
fous. Bah, mais ça, c'est lié au degré de conscience. Ah oui, mais ça veut pas dire. Et ils s'en foutent. Non, ils s'en foutent pas. Ils s'en foutent, mais entre avoir une position de principe, une morale et la mettre en pratique, lorsque vous avez des keufs qui vous attendent dans tous les coins de rue avec un LBD, il y a une marge quand même, il y a de loin de la coupe aux lèvres, entre avoir une position de principe et la mettre en exergue. Je vais appeler Bruno Pomar. Tu vas te mettre en gaffe. Vous avez. Bruno, je le connais, c'est un copain, on en a déjà parlé, il y a aucun problème. Vous connaissez la phrase de l'ancien ministre des PTT, Parti Socialiste de socialiste en 83, on était comme ça. Il avait une phrase terrible contre la droite. Vous avez tort politiquement et juridiquement parce que vous êtes en infériorité numérique. Donc c'est la loi du plus grand nombre qui gagne. Malheureusement, on y est aujourd'hui. Dans un instant, et le peuple en mouvement fait l'histoire. Oui, c'est une réalité objective. Oui. Les dialecticiens matérialistes le savent. Il faut simplement suivre le processus qui va bien. En français facile, les gens du RN ne connaissent pas ce que c'est que de le RN. C'est qui le RN? Le RN. Vous parlez des néo-fachos là. Non, je parle du deuxième groupe. Marseille, hier, 7000 selon la police, 80 000 selon la CGT. Les filles qui savent pas compter. Les filles qui savent pas compter. Ils cartonnent à l'école, ils savent pas compter. Vous êtes forts les mecs, franchement. Allez, dans un instant, le zapping et coup de gueule et coup de cœur. Vous avez un coup de gueule et un coup de cœur les deux ou pas? Ouais, j'ai un coup de gueule moi. Ouais, d'accord, ça je pouvais pas en attendre autrement. Et puis Mam qui va nous faire le résumé de cette émission, restez avec nous. Et puis sans oublier le quiz. Séisme. Écoutez, France Maghreb 2, le LGF avec Tarek Pami, avec Jimmy Dalidou, place au zapping. Je crois que vous avez certaines choses à me dire. Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. C'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Ne pas s'asseoir sur une chaise rouge parce que le rouge serait la couleur du diable. J'ai grandi et baigné dans l'islam. Oui. El Hamdou, je le connais par cœur. D'accord. Ça va. C'est insupportable votre attitude sur les plateaux de télévision. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Bon, ça ose tout. C'est pas ça qu'on les reconnaît. Tarek Pami, Jimmy Dalidou, amis auditrices auditeurs, à écouter dans ce zapping. Si j'en avais un seul extrait à vous faire écouter, c'est cet échange entre Apolline de Malherbe et le ministre du Travail, Olivier Dussopt, à propos des 1200 €. Écoutez. Franck Riester dit, ministre des Relations avec le Parlement, il n'y aura pas moins de 1200 € par mois, c'est notre engagement. Pour une carrière complète. Quand la secrétaire d'État, Marlène Schiappa, a parlé d'un plancher pour une carrière complète. À 1200 €. Quand il a été prononcé le mot de retraite minimum pour une carrière complète par Bruno Le Maire et Gabriel Attal, quand Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, dit qu'il estime à 2 millions de retraités qui vont bénéficier de ce plancher, c'est le nombre de bénéficiaires des revalorisations. Aucun regret. Vous ne reconnaissez aucune erreur. D'abord, vous m'interrogez sur des déclarations qui ne sont pas les miennes. Premièrement, la revalorisation 1200 € pour une carrière complète, c'est notre engagement, nous le tenons. Deuxièmement, au total, la première année, ce sont 2 millions de retraités, anciens et nouveaux, qui vont bénéficier d'une revalorisation. Et chaque année, il y aura 200 000 retraites supérieures grâce à cette réforme. Pas tous à 1200 €, pas tous 200 €, parce qu'il y a des carrières incomplètes, parce qu'il y a des temps partiels, parce que la vie, malheureusement, est ainsi faite. On est dans un débat, aujourd'hui, où on donne le sentiment, si on veut trop simplifier, que tout le monde aurait une carrière intégralement complète. Ça n'est pas la vraie vie. Alors, franchement, je vous le dis honnêtement, plus il nous explique cette réforme, le gouvernement, plus on n'y comprend rien. Voilà. Plus il s'enterre. Non, mais en fait, et dans le mensonge. Ce qu'on appelle les éléments de langage. Ah non, mais c'est vraiment horrible. Pour que les franchement. gens gobent. Et dès que quelqu'un gratte, on voit que l'élément de langage ne tient pas la route. Ils auraient dû dire depuis le premier jour 1200 € pour ceux qui ont donc la fameuse carrière complète. Et pas laisser comprendre à tout le monde qu'il va gagner ça. Et après on dit mais pas toi. Pas celui-là. Et c'est dommage pour la France. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans le mécanisme de calcul de la pension, ils vont prendre toute votre carrière, ce qui va mécaniquement abaisser votre taux de pension. Le taux de pension va baisser, c'est inévitable, parce qu'ils vont prendre les moins bonnes années. Rien dans cette réforme. Mais ça veut dire concrètement qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'à 64 ans, vous n'aurez pas assez... Vous partirez avec la décote, vous n'aurez pas assez de thunes, vous serez dans l'obligation à partir à taux plein à 67 ans avec 1200 €, ce qui va automatiquement vous orienter vers des agences de la retraite privée qui seront gérées par les multinationales. C'est pas gagné, parce que vous pouvez aller jusqu'à 67 ans
et ne pas avoir la carrière complète. Bien sûr. Parce tout à que fait. Si vous avez commencé tard. Si tu commences tard, il y a de plus en plus de jeunes, oui. on l'espère en tout cas, qui vont de plus en plus ceux loin qui dans ont les fait études. des études, par exemple. Ah oui. Et ceux qui ont fait des études et qui commencent tard à travailler, comment ils vont faire? Alors, vous prenez un exemple. Ça sort de la fac à 28 ans. Ça commence à travailler à 29 ans, disons 30 ans pour faire simple. 30 plus 43, ça fait combien? Ouais, on n'imagine même pas. Allez hop. 73. Non, mais c'est du n'importe quoi. Personne n'y comprend rien. Et sur les 1200 euros, d'ailleurs, il y a des économistes qui ont dit que c'était totalement faux, que c'était du mensonge depuis le début. On passe au quiz. C'est parti. Le quiz. Et Mam peut jouer avec nous, évidemment. Première question, messieurs. Nouvel incident d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Quel ministre, messieurs, a été accusé de faire des mots croisés sur les bancs des ministres pendant que les députés s'expriment? Il y a un ministre qui a été chopé en train de faire des mots croisés. Je dirais Attal. Non, ce n'est pas Attal du tout. Du socle, effectivement. Le ministre du Travail. Ah tiens donc, c'est bizarre, j'ai trouvé alors que je savais même pas. Ouais, je te le dis, voilà. Il a une tête à faire des mots croisés, lui. Ouais. Quelle est la personnalité politique, messieurs, qui a été élue personnalité politique de l'année 2022 par le jury du prix Tromboniscope, annonce faite par l'annuaire professionnel du monde politique, et notre ami qui décerne d'ailleurs cette récompense, et c'est Elisabeth Borne, comme l'a dit Mam, qui a été élue personnalité politique de l'année 2022. Jean Castex à la limite, mais Elisabeth Borne. Ah, ça va mourir de rire. Bah, c'est entre eux, quoi. Ouais, c'est ça. Quel acteur, interprétera Charles Aznavour dans un biopic qui va sortir bientôt, d'ailleurs à l'origine de Grand Corps Malade, et qui revient sur la carrière magnifique du chanteur français qui nous a quittés il y a 5 ans maintenant. Il y a un acteur... Par provocation, je dirais Palmade, mais c'est de la provocation. Non. C'est un acteur très connu. Du Jardin? Non, du tout. Son prénom c'est Tahar. Ah, Tahar Rahman ou Rahmani? Tahar Rahim. Rahim, oui. Voilà. Ah oui. Et oui, Tahar Rahim qui a été choisi comme acteur pour représenter Charles Aznavour dans un biopic. Fils d'émigré pour fils d'émigré. C'est bien, Bien vu, voilà, bravo Grand Corps Malade. Dans quel pays, messieurs, européens, les députés ont voté définitivement une loi créant un congé, j'ai bien dit congé menstruel, pour les femmes... D'Espagne. Oui, c'est exact. Souffrant de règles douloureuses. Ouais. Ça ne s'invente pas et c'est en Espagne. Bonne réponse. Et enfin... Elle existe en France sans que ce soit, j'allais dire, dans la légalité, mais une possibilité avec les médecins de le prendre tous les mois. Et on rappelle que d'avoir les menstrues, ce n'est pas non plus une maladie. Hein. Non, pour certaines femmes, Christophe... Oui, je sais. C'est normal. Non, mais je peux vous le dire. Partie de la vie. Moi, j'ai connu des femmes, pendant 3 jours, pendant 4 jours, chaque mois... Elles ne vivent pas. Ouais. Donc c'est. Non, mais en règle générale, je dis. Voilà. Non, en règle générale, non. Elles ont les règles normales. Voilà. Les celles qui n'ont pas les règles normales, je peux vous dire que. Je ne veux pas aller trop loin, mais. Dernière question que j'ai déjà posée d'ailleurs cette semaine. Quel milliardaire a proposé un projet de rachat de la M6 qui deviendrait 6? Ah bah, Niel. Exactement. Niel. Il a proposé ça devant l'Arcom mercredi. Il a déposé un super dossier. Un super dossier, à moins de pub, des primes qui commenceront tous avant 21h, le retour de Plus belle la vie. Oui, tout à fait. Alors, il y a 2 choses. Moi, je voudrais dire une chose, moi, après. Je m'excuse pour Mam, j'écoute pas, je vais mettre un casque. Donc, il y a 2 choses. La première, c'est que M. Niel est un ami personnel du président de la République. Et ça compte. Tiens donc. Et ça, ah bah oui. C'est ce qu'on appelle le capital financier. Et il fait partie de pratiquement tous les voyages de président de la République à l'étranger. Ce qui est logique. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Et sur le plan personnel, comme vous le voyez, c'est pas un mec chiant, pour parler jeune. C'est un mec assez sympa dans les échanges. 1. 2, apparemment... l'État français souhaite mettre des chaînes en face de Bolloré et de CNews, et vous avez la déclaration donc de la ministre de la Culture qui rappelle la loi et qui est critiquée par tout le monde et qui dit le CSA, l'ARCOM, n'est pas obligé de reconduire systématiquement l'autorisation de CNews et de C8 dans 2 ans. C'est ce qu'on appelle la monopolisation. Mais sincèrement, ça a très peu de chances de passer, ce projet de Niel là. Si, ça peut passer, si, parce qu'il y a monopolisation, c'est-à-dire ils monopolisent tout, même les secteurs. En tout cas, réponse dans alors 2 choses. Visuel, etc. Alors 2 choses, Sir Christophe. 1, la loi n'oblige pas l'ARCOM de renouveler. Nous-mêmes, dans le monde de la radio, on dépose le dossier et c'est pas... Mais en grande majorité, c'est renouvelé, Tarek. Voilà. J'adore votre phrase. Il y a très peu de cas. Voilà. Et là, ça peut être le cas exemple pour envoyer le message et à la limite...
Si demain, ils ne veulent pas renouveler les autorisations de Bolloré pour CNews et C8, ils ont tout à fait intérêt à donner à Niel pour que demain, quand l'autre va aller au tribunal Bolloré, on lui a dit, monsieur, vous n'êtes pas le premier. Ouais. Mam, tu voulais dire quelque chose ? Oui, non, simplement pour dire que Métropole Télévision, puisque c'est le nom, on va dire, juridique qui exploite la chaîne M6, a déjà connu cette position, mais dans l'autre sens, parce qu'il faut se rappeler qu'en 1987, en février 87, Métropole Télévision, donc par le biais du regretté Jean Drucker, qui avait été licencié par la CNCL, la Commission nationale de la communication et des libertés, après avoir présidé Antenne 2 du temps des socialistes, avait déposé au nom de la CLT, la compagnie luxembourgeoise de télévision, un projet contre la 6e chaîne qui existait déjà et qui était fondée par le groupe publiciste qui s'appelait TV6. Ah oui. Oui, tout à fait. Et finalement, c'est Métropole Télévision qui l'a emporté. Donc finalement, Métropole TV se retrouve dans la position qu'elle a connue auparavant. D'avoir un outsider qui est Sixte de Xavier Niel. Comment incroyable. Bon, merci. Et donc, ils auront même l'argument pour le Conseil d'État pour dire on a dégagé quelqu'un d'autre pour vous mettre, on vous dégage. Réponse dans 15 jours. Hein. Oui, oui. Je sais pas, j'ai pas vu. Dans 15 jours. Tarek, on vous libère ? Oui, dans 2 secondes, oui. je vous quitte. Ça y est, vous nous quittez là. Ça y est, je lance la pub. Et dans un instant, on va retrouver Mam pour la conclusion de cette émission. Puis on n'oublie pas le coup de gueule de Jimmy Dalidou, quand même. Et je l'écouterai, Mam, donc, comme d'habitude, dans la voiture dans laquelle je vais être dans 4 minutes. A tout de suite, ne bougez pas. Restez avec nous. Le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Jeff, merci d'être avec nous et avant de retrouver Mam pour la conclusion de cette émission, mon cher Mam, c'est notre ami Jimmy Dalidou qui va nous confier son coup de gueule. Il ne pouvait pas en être autrement de la part de notre Jimmy Dalidou. Et oui, alors je vais quand même déclencher le chronomètre, voilà, parce que faut que ce soit la règle pour tout le monde, c'est-à-dire 1 minute et pas 1 seconde de plus pour nous confier donc ton coup de gueule, mon Jimmy. On t'écoute, c'est parti. Concernant les étudiants, puisque une loi avait été proposée le jeudi 9 février à l'initiative de la France Insoumise pour que les étudiants en galère puissent bénéficier d'un repas à 1 euro pour qu'ils puissent manger à leur faim. Ceux qui ont voté non et qui ont fait que cette loi ne passe pas, on met en avant 2 motifs. Premier motif, je cite, ça pose la question de la relation au travail. Comprenez entre les lignes, la jeunesse doit s'habituer à une force de travail exploitée par les forces de capital, elle doit s'habituer à être soumise au patronat, au patron et aux multinationales. C'est ça que ça veut dire. Deuxième motif qui a été mis en avant par l'opposition, c'est une mesure coûteuse, parce qu'il n'y a pas d'argent magique, je cite. Alors c'est bizarre, parce que lorsque vous regardez le CAC 40, pour la seule année 2022, ils ont engrangé en bénéfice plus de 157 milliards d'euros. Juste total, à lui seul, pour la seule année 2022, c'est plus de 20 milliards de profit. Donc c'est de l'argent magique. Très bien. Et il y a un député d'ailleurs qui avait publié la liste des députés qui avaient voté contre justement cette mesure. Et ça avait fâché notamment des membres de la majorité. Alors, on va retrouver notre ami Mam qui va nous conclure cette émission. Mam, la belle histoire du jour. À toi de jouer, Mam. C'est à toi de conclure cette émission de ce vendredi 17 février. Merci Christophe. La chronique du jour de la belle histoire s'appelle Droit dans nos bottes. Ce soir, le Grand Forum sur France Maghreb 2 est resté droit dans ses bottes dans l'analyse d'informations à flux tendu comme l'affaire Palmade qui a défrayé la chronique médiatique très frénétique, car le média droit dans ses bottes s'adonne à son sport favori, la charogne, réhabilitant maladroitement le cocaïnomane et renvoyant les victimes au rang de dommages collatéraux. Désormais, plus rien ne sera jamais comme avant, de part et d'autre. Force et courage à la famille dans l'anonymat de l'épreuve. Sans transition, à la veille du triste premier anniversaire du déclenchement de la guerre en Ukraine, la Russie veut voir l'Ukraine russophone à sa botte. Mais Volodymyr Zelensky reste droit dans les siennes en entamant, telle une rockstar, une tournée mondiale en fils habilillah militaire où effectivement beaucoup prononcent discours libertaires mais produisent peu d'actes concrets. Emmanuel Macron a clairement choisi son camp. Poutine out. Ukraine in. Fils de Poutine, comme on dirait.
si on veut le dire assez vulgairement, Startup Nation en livraison d'armes, décalage fatal entre le open bar en munitions et le délai de livraison énorme, amenant Zelensky à combattre sans battre le pavé du front à la botte ferme d'un général en treillis jogging. Crise de guerre au sein de l'Europe. Au cas où ça dégénère, Ursula von der Leyen s'arrangera entre amis avec le patron de Pfizer, sans doute par vaccin à grande dose d'aliénation, mais aussi crise économique due à l'énorme spéculation dont la guerre en Ukraine sert honteusement d'ombrelle. Les prix explosent et annoncent un printemps français particulièrement complètement meurtrier, avec l'explosion des prix de l'alimentaire, de l'électricité, du gaz, des matières premières. Les boulangeries, les industries, les artisans hurlent au loup, comme Jimmy Dalidou. Gare aux gorilles macronistes qui battent en retraite sur une réforme qui annonce un actuel déficit des caisses, quand au même moment, le résident de la République joue aux casses du casino pour nos compatriotes européens. Allez comprendre, le partage des richesses n'est pas pour demain. Droit dans leurs bottes comme toujours, Israël et sa politique nouvelle de déchéance de nationalité envers le peuple de Palestine nous montre bien que le déracinement méthodique mis en place annonce la confirmation dramatique de déchéance de rationalité des politiques extrémistes israéliennes. Allons enfants, les apatrides, le jour de drame est arrivé. En attendant l'intifada, regardons Infantino, à l'instar de sa probable réélection à la tête de la FIFA, qui d'ailleurs le 16 mars, coïncidant en date, annoncera le prochain pays organisateur de la CAN, à savoir l'Algérie ou le Maroc. L'un des deux pays repartira avec la CAN, mais plutôt en bois. Je zappe et je mate, est à l'image des chroniqueurs. Tarek Mami commente tout et Jimmy Dalidou ne commente rien, tant que ça ne concerne pas le grand capital et ses camarades. Eh oui, c'est vrai. Sauf que sur le CFCM, le conciliabule français du contradictoire dans l'islam, dont les membres sont nommés par le préfet en place, crise perpétuelle depuis la fondation de cette pseudo-institution qui souligne la part d'ombre d'une institution subie par l'État, qui vit ou vivote sans reconnaissance des musulmans eux-mêmes qu'ils sont censés représenter, et qui souligne de plus en plus aux yeux de tous son inutilité et sa mainmise institutionnelle par le politique, censé être strictement laïque. Bref, ça n'en finit plus et on en reparlera. France Maghreb 2, France Maghreb 2.